Oui, bonjour. Une vidéo sur la zone 51 située dans le désert du Nevada aux États-Unis d'Amérique. Pour traduire la langue de la vidéo, regardez à droite de la vidéo en bas, il y a un traducteur automatique pratiquement dans toutes les langues. Alors, cette zone est grande de 153 km² à l'intérieur d'une autre zone de 112 000 km². Elle est contrôlée par l'armée, l'USAF, Force aérienne des États-Unis d'Amérique. Alors, cette zone fait l'objet de beaucoup d'intérêt pour les amateurs d'ovnis, ufologie, pour les amateurs aussi de choses étranges, les phénomènes inexpliqués. Elle fait aussi beaucoup d'intérêt pour les gens qui pensent qu'il y a des projets sur des technologies très très avancées. Donc voilà, donc c'est une zone qui est complètement secrète, il est interdit de pénétrer à l'intérieur. Elle est bardée de caméras, d'agents de sécurité, des militaires qui veillent à la sécurité de cette zone. Bon, déjà, pour commencer, c'est une zone militaire, donc c'est normal qu'elle soit protégée, mais l'intérêt ne vient pas que ce soit une zone militaire. Elle vient du fait que cette zone a commencé à susciter beaucoup d'intérêt quand il y a eu des événements de Roswell. Vous savez, c'est cet ovni qui s'est écrasé dans la ville près du Nouveau-Mexique. Donc voilà, ça se situe là. Regardez, vous avez la ville de Roswell, vous avez la ville de Phoenix. Phoenix, c'est là où on a aperçu des lumières en V dans le ciel. Et vous avez après le désert du Nevada où a été créée la zone 51. Donc peut-être qu'il y a-t-il une correspondance avec les deux, on ne sait pas. Mais depuis ce temps-là, beaucoup de gens s'intéressent à cette zone car beaucoup de gens croient que la zone 51 dissimule des secrets d'objets volants non identifiés et même ont capturé des aliens qui venaient d'un autre monde et feraient peut-être des expériences pour découvrir leur technologie. Alors, ça commence par l'affaire Roswell. Donc, en 1947, le 4 juillet 1947, un engin s'écrase près de Roswell, au Nouveau-Mexique, et les autorités donnent une information comme quoi c'est un ballon sonde. Et d'autres gens affirment que c'est un objet volant non identifié. Ça, c'est les infos qu'on a sur Internet, vous pouvez vérifier. Donc, est-ce que les infos des autorités américaines ont tenté de dissimuler la vraie info, que c'était un ovni qui s'était écrasé, et qu'ils l'ont récupéré dans la zone 51 pour garder secret cette technologie? On ne sait pas. Donc, chacun émet des hypothèses et les discussions continuent pour savoir la vérité. Alors là, on peut voir un panneau dans le désert. Attention, alien, c'est courant dans le secteur là-bas. Et tout autour de cette zone gravitent toutes sortes de choses un peu bizarres. Des petites villes avec des magasins d'ovnis, de jouets, de porte-clés, de photos, des représentations. Donc on a tout un rituel qui s'est mis autour de la chose de l'ovni et de l'alien autour de cette zone et qui amène beaucoup de gens qui viennent de tous les pays pour voir qu'est-ce qui se passe. Là, vous voyez aussi une boîte aux lettres où on peut mettre son courrier pour écrire aux aliens. Alors, cette boîte aux lettres, elle appartient à monsieur Steve Medlin. C'est un propriétaire d'un ranch qui est pas très loin des petites villes où on met des choses à vendre pour les touristes. Donc voilà, alors cette boîte aux lettres, elle est cassée maintenant, donc elle n'existe plus, les touristes ont dû la casser, ou alors les anti-ovnis l'ont cassée. Alors voilà cette boîte aux lettres, vous pouvez déposer un courrier pour écrire un alien, voilà, donc c'est amusant, je pense, mais enfin c'est pas le sujet, ça c'est des choses
qui gravitent autour du sujet de l'OVNI. Hein. Il y a quand même quelque chose qui est sérieux pour les ufologues, c'est que eux croient qu'il y a une existence extraterrestre, hein, des gens qui viendraient d'un autre monde nous visiter. Alors, là-dessus, je vais m'arrêter 5 minutes. Des chercheurs, hein, ont admis l'hypothèse que les soi-disant ovnis qui viendraient nous visiter n'étaient simplement que nous dans des milliers d'années. Et on reviendrait visiter notre passé. Donc on sait très bien que le temps, dans l'espace-temps est concentré. Hein. Pour nous, ça paraît long, mais le temps d'hier, d'aujourd'hui et de demain se confondent. Donc, on peut très bien aussi imaginer qu'il y a d'autres dimensions où les gens, dans 2000 ans ou 3000 ans, hein, auront acquis une technologie permettant de voyager dans l'espace-temps et revenir visiter le passé. C'est pour ça que les ufologues ont donné un nom à des ovnis qu'on appelle des rods. Voilà, regardez cette petite vidéo. Ça, c'est un rod, c'est une vraie vidéo, hein, sans trucage, qui a été filmée par un amateur. Et on aperçoit une sorte de tube volant. Alors, cette vidéo a été ralentie au maximum, image par image, car il était impossible de la voir à la vitesse réelle. On a un tube qui se déplace à toute vitesse dans l'espace. Alors, c'est ni un avion, c'est ni un oiseau. Les ufologues appellent ça un rod. Un rod, c'est un engin qui se déplace dans l'espace-temps et qui fait une apparition soudaine dans notre temps. Voilà, donc, regardez cette vidéo. Je vous laisse regarder 2 minutes et on reprend la vidéo. Volante, hein, c'est un objet noirâtre, un peu flou, qui se déplace dans le ciel, mais qui est impossible à voir avec une vitesse normale quand on le filme. Alors je vais reprendre la vidéo. Voilà, je reprends. Voilà, je remets un petit peu en arrière, j'attends un peu. Voilà, je reclique. Attendez, vous allez voir. Faites patient, observez bien. Voilà, stop. Je reprends. Attention. Départ. Vous allez voir l'objet. Je clique. Top. Regardez comment il file. Vous avez vu? Il est au-dessus des flèches rouges. Regardez. Alors, c'est pas un oiseau, c'est pas un avion. Hein, et ça a été filmé très très loin dans le ciel. Là-bas, c'est les nuages qu'on voit. Donc je recommence pour bien observer ce phénomène étrange, hein, filmé par une caméra. Alors, on ne sait pas ce que c'est. Les ufologues, ils appellent ça un rod. Un rod, c'est un objet qui fait une apparition dans le temps comme ça, très, très furtif. C'est le zoom, on le voit ici, on l'aperçoit. Je continue. Je clique, voilà, il se déplace. Voilà. C'est tout ce que je pouvais faire pour visualiser cet objet. Alors je zoome à chaque fois. Alors là, je fais un gros zoom. Regardez ce zoom. Voilà l'objet en question. Alors c'est une apparition soudaine dans une caméra. Alors il n'y a pas de trucage dans cette vidéo. Hein. Je vous montre exactement ce que j'ai filmé. Hein. Et en passant à la vitesse normale, on ne voit strictement rien du tout. C'est quand on le filme au ralenti maximum, c'est-à-dire image par image, hein, une caméra, ça marche par image, on peut apercevoir cet objet volant, une saucisse volante, un rod. Voilà, donc il y en a qui croient, il y en a qui croient pas. Moi je suis assez étonné du résultat de cette vidéo. Alors, on peut voir sur cette image un camion-grue qui soulève un objet. Alors, ça ressemble à une secoupe. C'est ce qu'on trouve autour de la zone 51. Plein de choses comme ça bizarres. Voilà, c'est le camion, hein. Camion-grue qui a soulevé une secoupe volante.
Alors là, nous sommes à l'entrée de la zone 51. Donc, il est strictement interdit d'y pénétrer. Voilà, donc, bon, ça c'est une représentation hein, d'un alien dans la zone 51. Et là, vous avez une secoupe volante dans la zone 51. Alors, cette secoupe volante a réellement existé. C'est la seule soucoupe volante au monde qui a décollé. Oui, alors, cette soucoupe, c'est un prototype de l'armée américaine qui a été fabriqué avec les Canadiens, hein, qui a décollé hein, avec des propulseurs. Elle a décollé d'1 mètre 20 à peu près, et ils ont cessé ce projet. Hein. Ils ont abandonné ce projet. Donc ça n'a pas marché, ils ont laissé tomber. Mais cette soucoupe existe. Hein. Elle est gardée dans un musée, je crois. Hein. Elle est visible sur Internet. Alors, elle s'appelle l'Avro Canada, le VZ9 Avrocar. Voilà, c'est le prototype d'une soucoupe volante de l'armée américaine de l'époque. Voilà, ça existe. Donc, ça, ce sont les travaux des humains. Hein. Ce n'est pas un ovni, hein, attention. Mais la soucoupe volante existe vraiment. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de technologie comme l'informatique hein, qui permettait de stabiliser la propulsion. Car à l'époque, ce prototype était pas stable, très instable. Hein. Il bougeait dans tous les sens, il était impossible de stabiliser l'appareil. Mais à l'époque, l'informatique n'assistait pas justement toute cette mécanique. Hein. Donc, ils ont laissé tomber ce projet. À mon avis, ce projet a été abandonné parce que faire décoller une soucoupe avec des propulseurs classiques, hein, tels que les réacteurs d'un avion, c'était peut-être pas trop innovant, quoi. Hein. À l'époque, peut-être, ils trouvaient ça innovant, mais à notre époque, faire une soucoupe avec, par exemple, des hélices de drones, hein, ça on sait le faire maintenant, c'est pas très innovant. Mais il y a peut-être une autre technologie qui est à l'étude en ce moment, hein, par des chercheurs, on ne sait pas, c'est la propulsion sur l'antigravité. Hein. Alors peut-être que les chercheurs, les ingénieurs, hein, cherchent à percer le mystère de la gravitation et seraient à l'étude pour fabriquer un engin capable de faire une propulsion gravitationnelle. On peut aussi imaginer que dans la zone 51, des physiciens cherchent à percer le voyage dans le temps. Donc ça, on a du mal à le concevoir, mais quand même, on peut se rappeler que Hergé, l'auteur de Tintin et Milou, avait déjà fait une bande dessinée avec des cosmonautes qui se posaient sur la Lune. Et, je crois, 20 ans après, 2 cosmonautes se posent sur la Lune. On peut aussi prendre le cas de Jules Verne, qui a écrit beaucoup de choses avec des machines extraordinaires et qui se sont réalisées à notre époque. Donc l'imaginaire, de mon point de vue, est quand même une porte vers le futur. L'imaginaire peut voir des choses dans le futur. Hein, ce sont des visionnaires. Hein. Donc la machine à voyager dans le temps, beaucoup de chercheurs cherchent à percer ce mystère. Il y a eu des expériences quantiques, ils appellent ça, hein. Faire déplacer un objet à quelques microsecondes, et encore, microsecondes, c'est encore trop grand, dans le temps, hein. Faire un retour en arrière. Il y a eu des expériences déjà faites à ce sujet, hein. Donc on peut quand même entrevoir que des choses peuvent se réaliser. Hein. Et il y a aussi, dans la zone 51, le fantasme que dans des endroits secrets, on capture des aliens pour les examiner et pour essayer de percer leur mystère. Voilà, dans cette chambre, on voit des aliens qui sont capturés, hein, peut-être dans la zone 51, pourquoi pas. On a aussi le projet ARP qu'on entend parler, on ne sait pas ce que c'est. Peut-être qu'il y a des expériences menées pour contrôler le climat, pour créer de la pluie ou pour créer des nuages. On sait très bien que la planète s'est réchauffée d'1,5 degré à l'échelle planétaire, et c'est énorme.
les scientifiques essayent de réviser la chose, hein, étant donné que nous vivons dans un monde saturé par la pollution, il faut envisager des choses pour modifier le cours du temps. Donc voilà, tout ça, ce sont des fantasmes peut-être, mais des gens croient qu'il y a des choses qui se passent dans la zone 51. Alors, je fais une vidéo sur cette affaire, hein, cet objet étrange qui s'est posé au fond de l'océan, hein, de la mer Baltique, le 19 juin 2011. L'équipe de Océan X, dirigée par Peter Langberg, commandant du navire MV Alucia, bateau d'exploration maritime, fait l'étrange découverte d'un objet non identifié posé au fond de l'océan de la mer Baltique à 90 mètres de profondeur. Cet objet présente des formes hallucinantes et incompréhensibles. Il ressemble au vaisseau du film Star Wars, Millennium Falcon. Je pense que vous avez déjà vu ce film, un film international. Ensuite, les médias s'emparent de cette affaire, ainsi que la communauté des scientifiques, et émettent des hypothèses un peu dans tous les sens. Certains émettent l'hypothèse d'un ovni qui serait scratché au fond de l'océan à la suite peut-être d'une panne, pourquoi pas, hein, il y a très très longtemps. D'autres émettent l'hypothèse d'un restant de sous-marin nucléaire datant de la guerre froide. D'autres émettent l'hypothèse d'une ville antique engloutie sous l'océan et les restants d'une civilisation perdue. Ça pourrait être aussi les restants d'un navire de guerre, hein, des tourelles par exemple de canons, pourquoi pas. Cela ressemble étrangement à une surface de tourelle.
il y a aussi l'hypothèse que la nature aurait formé cet élément, hein, comme les volcans, comme les océans, comme les continents. La nature crée les choses hein, au fil du temps, mais là, on a vraiment un objet symétrique au fond de l'eau. Ce qui intrigue les chercheurs, ce sont les formes symétriques. Il est difficile de comprendre comment la nature aurait pu créer un tel objet, et cette fameuse trace de 300 mètres au fond de l'eau, derrière l'objet, comme une glissade, une sorte d'engin qui se serait posé en catastrophe et aurait laissé une trace au fond de l'eau. L'étonnante révélation a donné lieu à d'incroyables affirmations selon lesquelles tous les appareils électroniques utilisés près de l'anomalie sont tombés soudainement en panne. Donc les plongeurs se sont approchés pour analyser l'élément, mais leurs appareils sont tombés en panne. On pourrait penser que cet objet non identifié gisant au fond de l'eau possède une énergie propre et capable de stopper tous les éléments extérieurs. Donc c'est pour ça qu'on pense à un vaisseau extraterrestre venu d'un monde lointain, pourquoi pas. À l'heure actuelle, aujourd'hui, on n'a aucune information officielle sur l'origine de cet objet au fond de l'océan de la mer Baltique. Aucune information. Donc, est-ce que c'est un secret d'État? Est-ce que l'État et les gouvernants des pays concernés cherchent à nous cacher cette information? Car on peut s'imaginer que découvrir l'existence d'êtres venus d'un autre monde pourrait changer carrément notre vision, notre philosophie et bouleverser la pensée humaine. Peut-être là, il y a des questions à se poser. Je vous laisse maintenant avec une vidéo faite à ce sujet par le journaliste Jean Lemar, hein, qui nous parle de ce sujet avec plus de précision. Donc vous pouvez continuer à regarder la vidéo et avoir plus d'informations sur cet événement qui s'est passé au fond de la mer Baltique. Alors bonjour à tous, merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Vous savez pas ce que vous manquez, c'est gratuit en plus. Vous allez faire partie de cette grande famille qui est de plus en plus nombreuse et que je remercie infiniment d'être abonné à Freedom News Network. C'est ici qu'on se rend compte si on veut comprendre des changements climatiques, le grand minimum solaire, des histoires mystérieuses, des histoires qu'on nous cache, ce qu'on nous passe en dessous du radar, ce qu'on balaye en dessous du tapis, enfin plein de choses. Il y a des mystères extraordinaires qui s'y cachent et qui vont s'y cacher pendant longtemps. C'est immense. Mais il y a des coups de maître comme ceux-là, des coups de chance. C'est comme gagner à la loterie, qui se produisent et qui arrivent à ces gens-là. Donc vous allez voir, cette histoire-là est vraiment, vraiment spectaculaire. Et qu'est-ce qu'on a découvert là? C'est hallucinant. Je connais un peu l'histoire. Je vais vous en parler pendant qu'on va aller lire l'article ensemble. Donc, le mystère de l'anomalie de la mer Baltique a-t-il finalement été résolu? Ça, c'est le titre, mais il n'a pas été résolu. Le mystère de l'anomalie de la mer Baltique, parce que naturellement, dans des histoires comme celle-là, il y a deux camps. Il y a ceux qui pensent que c'est quelque chose de mystérieux, c'est quelque chose d'extraterrestre, c'est quelque chose d'autre. Et naturellement, tu as l'autre camp, plus terre-à-terre, qui, lui, s'en remet à une analyse plus... comment dire, habituelle, à laquelle on est habitué et laquelle on veut entendre, que, ben non, c'est rien, c'est juste un objet ou c'est juste, comme dans ce cas-ci, une immense masse de pierre qui a été amenée par un glacier qui fondait. Enfin, on va aller voir cet article-là. C'était publié il y a à peine un an, le 6 octobre 2017. Le mystère de l'anomalie de la mer Baltique pourrait avoir été résolu après des spéculations frénétiques sur les origines de l'objet mystérieux. Les explorateurs ont découvert l'objet de forme étrange sur le fond océanique de la mer Baltique en 2011. C'est en 2011 que cette équipe, qui est une équipe de recherche qui est spécialisée dans... Parce que la mer Baltique compterait des dizaines et des milliers de vestiges, de navires qui ont coulé dû justement à sa férocité de cette mer-là. Surnommée l'anomalie de la mer Baltique, l'objet est un objet de forme étrange, long de 70 mètres, imaginez-vous, 210 pieds, qui apparaît sur le sonar posé à 100 mètres, 300 pieds, sous les vagues. Les théories sur ce que pourrait être l'anomalie allaient de l'intéressant au scandaleux, certains affirmant qu'elle pouvait faire partie de la flotte d'ovnis écrasée au fond de l'océan. Donc c'est une méga structure qu'on a découverte. Et l'équipe qui est allée
qui a fait la découverte et qui est allé explorer, a rencontré beaucoup d'anomalies, de phénomènes étranges qui se sont passés lorsqu'ils étaient au-dessus de cette structure qu'on a trouvée. On a envoyé un appareil téléguidé avant, et cet appareil-là a lâché ses composantes électroniques ont lâché pendant qu'il était en train de filmer cette structure-là. Et tout ce qui était sur le bateau, toutes les composantes électroniques qui font fonctionner tous les appareils du bateau ont aussi lâché et sont tombés en panne. Donc ça, c'est assez mystérieux. Mais on va comprendre pourquoi ça s'est passé, ça, ces pannes-là de cet équipement électronique-là. Certains théoriciens du complot font même remarquer qu'ils ressemblent de façon frappante au Falcon Millennium de Star Wars avec un aspect gris acier. Donc ça, c'est la fameuse mégastructure qu'on a découvert, cette anomalie de la mer Baltique. On peut voir ici quand même assez bien définie la structure, les formes, l'architecture de cette anomalie. D'autres ont affirmé que cela pourrait être le reste d'une ville engloutie perdue par les vagues il y a des années. Cependant, un groupe de plongeurs a recueilli des échantillons de l'entité mystérieuse et a donné des résultats aux scientifiques qui ont déterminé que l'anomalie de la mer Baltique est simplement un dépôt glaciaire. Pas vraiment vrai. Une grande partie de la mer Baltique a été creusée en déplaçant des glaciers pendant la période glaciaire. Des recherches menées par des scientifiques de l'Université de Stockholm ont révélé que l'anomalie de la mer Baltique est due à ce processus. C'est exactement ici. Alors, Volker Brucher, professeur agréé de géologie à l'Université de Stockholm, a déclaré « J'ai été surpris lorsque j'ai fait des recherches sur le matériau. J'ai trouvé une grande pierre noire qui pourrait être une roche volcanique. Mon hypothèse est que cet objet, cette structure, a été formée pendant la période glaciaire, il y a plusieurs années. Comme toute la région du nord de la mer Baltique est si fortement influencée par le processus de dégel glaciaire, il est probable que ces échantillons de roches et de caractéristiques se soient formés en même temps que des processus glaciaires et post-glaciaires. Peut-être que ces roches ont été transportées par les glaciers, donc peut-être. Cet objet de 26 pieds de hauteur a été découvert par l'explorateur suédois Peter Lindberg et son équipe de marins explorateurs d'Ocean X lors d'une plongée à la recherche d'un naufrage. Malgré les conclusions de M. Brucher, Ocean X affirme qu'il ne s'agit pas d'une structure naturelle. Stephen Augerborn, membre de l'équipe d'Ocean X, a déclaré que son équipement électrique avait cessé de fonctionner, c'est ce que je vous ai raconté, à 200 mètres de l'anomalie sur le fond de la mer Baltique. Tout ce qui est électrique, et le téléphone satellite aussi, a cessé de fonctionner lorsque nous étions au-dessus de l'objet. Et puis nous sommes partis à environ 200 mètres et tout s'est rallumé. Et quand nous sommes revenus sur l'objet, tout est retombé en panne. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et de comprendre que j'essaie de trouver le lien où on nous a décrit vraiment la matière qu'on a analysée. Mais j'essaie de le retrouver. Parce que c'est composé vraiment d'éléments qui n'ont rien à voir avec de la roche volcanique. Il y a du titanium là-dedans, il y a plein de choses. Et ce qui est important de comprendre, c'est que cette équipe-là, en étant au-dessus, tout ce qui était électronique et le téléphone satellite a cessé de fonctionner lorsque nous étions au-dessus de cet objet-là. Donc, il y a vraiment... On peut voir les images ici, et la comparaison de ceux qui nous parlaient de cette fameuse... ce fameux vaisseau de Star Trek, ben, on peut voir un peu ici, peut-être des similitudes. Donc, c'est par sonar qu'ils ont trouvé cet objet-là, et c'est vraiment pas une structure d'une formation géologique. Vraiment pas. Bon, il a déclaré que l'objet est composé de métaux que la nature ne peut pas reproduire.
près de 300 pieds sous la surface et mesurant 26 pieds de hauteur, les explorateurs marins ont trouvé l'engin étrange avec un sonar à balayage latéral. J'ai été le plus grand sceptique, nous déclare Lindbergh. J'étais gentil et je me préparais à trouver juste de la pierre. Pour moi, cela a été une expérience incroyable. Je pense que c'est très étrange dans sa forme. Il est difficile de donner une explication quant à ce que pourrait être exactement cette structure, puisque différents scientifiques ont de nombreuses théories différentes. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que nous ne trouvons généralement pas dans la nature, assis dans les profondeurs sombres et froides de la mer Baltique. On pense que l'objet pourrait avoir au moins 140 000 ans après qu'un professeur d'université ait lié le mystérieux disque à la période glaciaire. Oceanix devrait retourner à l'épave pour continuer à enquêter sur la découverte. Donc, ce qui est important de se rappeler là-dedans, c'est que toute leur électronique a cessé de fonctionner et qu'on retrouve dans la composition de cette structure-là des métaux que la nature ne peut pas reproduire. Donc, Oceanix, c'est l'équipe qui a fait cette découverte-là en 2011. Et la spéculation est monnaie courante sur ce que l'objet pourrait être, avec certains disant que cela pourrait être un dispositif anti-sous-marin laissé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est aussi une théorie que j'avais trouvée en faisant mes recherches. Donc, il y en a qui disent que ça peut être ça, parce que beaucoup de sous-marins russes passaient par là. Ou une tourelle de cuirassé, ou même une soucoupe volante. Enfin, bien que ressemblant à un énorme rocher, les scientifiques disent que la structure semble être en métal. Vraiment, vraiment intéressant. Il y en a sûrement d'entre vous qui connaissez cette histoire-là. Si vous avez d'autres liens, vous pouvez toujours me les envoyer, qu'on fouille ça un peu plus. J'en ai marre, JEANEZMARRE 63 à commercial, gmail.com. Intéressant pour ceux qui aiment l'insolite, le mystérieux, l'exploration spatiale, les extraterrestres. C'est une nouvelle qui vraiment date de 2011, mais qui revient dans l'actualité. Puis il n'y a rien de réglé avec cette histoire-là. Mais je voulais vous partager cette image-là qui pourrait plaire à tous les amateurs d'OVNI. C'est l'histoire invraisemblable de Travis Walton, enlevé le 5 novembre 1975 par des extraterrestres alors qu'il travaillait avec 6 de ses collègues à l'amélioration des peuplements dans la forêt nationale d'Apache, site Grave, près de Snowflake, en Arizona, États-Unis d'Amérique. Selon Travis Walton, alors qu'il travaillait avec ses collègues, ils ont rencontré un objet en forme de soucoupe planant au-dessus du sol. À environ 30 mètres de distance, émettant un bourdonnement aigu. Walton affirme qu'après avoir quitté le camion et approché l'objet, un faisceau de lumière est soudainement apparu à partir de l'engin et l'a assommé. Les 6 autres hommes ont eu peur et sont supposément partis. Walton a affirmé s'être réveillé dans une pièce ressemblant à un hôpital et être observé par 3 créatures chauves. Il a affirmé qu'il s'était battu avec eux jusqu'à ce qu'un humain portant un casque conduise Walton dans une autre pièce où il s'évanouit lorsque 3 autres humains lui mettent un masque en plastique transparent sur le visage. Walton a affirmé ne se souvenir de rien d'autre jusqu'à ce qu'il se retrouve à marcher le long d'une autoroute avec la soucoupe volante au-dessus de lui.
Dans les jours suivants de Walton, il faut la demande, le National Enquirer a accordé Walton et ses collègues d'un prix de 5 000 $ pour le meilleur des cas d'OVNI de l'année. Après avoir prétendument transmis des tests polygraphiques administrés par l'Enquirer et l'Organisation de recherche phénomènes aériens, ORAP. Walton, son frère aîné et sa mère ont été décrits par le shérif du comté de Navajo, en Arizona, comme des étudiants de longue date des ovnis. Certains ufologistes pensent que Walton a été enlevé par des extraterrestres. Maître, les humains sont en train de détruire leur monde à cause de la pollution. Je souhaiterais intervenir pour trouver un remède à leurs problèmes. Il me faut des spécimens humains afin d'inventer un vaccin contre la bêtise. Très bien, Louis. Tu as mon approbation. Dévoué, Louis. Pendant 5 jours, les autorités ont pensé qu'il avait été assassiné par ses collègues, puis il a été renvoyé. Tous les collègues qui étaient là, qui ont vu le vaisseau spatial, ils ont tous passé des tests polygraphiques et ils ont tous réussi sauf un. Et celui-là n'était pas concluant. En 1978, Walton écrit le livre « Le Walton », expérience détaillant ses revendications qui devint la base du film de 1993, Feu dans le ciel. Paramount Pictures a décidé que le récit de Walton était trop flou et trop similaire à d'autres rencontres rapprochées télévisées. Ils ont donc ordonné au scénariste Tracy Tormé d'écrire une histoire d'enlèvement plus éclatante et plus provocante. Walton est apparu à l'occasion et à des congrès sur les ovnis ou à la télévision. Ils ont parrainé sa propre conférence sur les ovnis en Arizona appelée Sommet Skyfi. 30 ans après la sortie du livre, Walton apparut dans le jeu télévisé Le Moment de vérité de la Fox. On lui demanda s'il avait effectivement été enlevé par un ovni le 5 novembre 1975, ce à quoi il avait répondu oui. Le test polygraphique a déterminé qu'il mentait. En 2016, Walton est apparu dans la 12e saison de la chaîne Voyage Fantôme Aventure, où il a été interviewé par Zag Bagan. Il est également apparu dans un épisode de la série canadienne Mauvaise Rencontre, intitulé Terreur dans le ciel. J'espère que cette vidéo vous a plu, Vous pouvez vérifier ces infos, elles sont véridiques, Maintenant, à savoir si vraiment Walton a été enlevé par des extraterrestres, oui ou non, ça, je peux pas vous dire la vérité, c'est simplement une histoire qu'on a entendue. Alors, juste une vidéo sur un signal soi-disant extraterrestre. Donc ce signal a été émis le 15 août 1977, ça s'appelle le WOW, le signal. Voilà, donc une info qui circule sur internet, il y a des gens qui sont au courant de ce signal. C'est un signal avec des chiffres, je vous montre ça, voilà. Ce sont des chiffres un peu bizarres d'ailleurs, des chiffres informatiques. La personne qui a réussi à capter ce signal a fait une signature wow. Elle était très étonnée de recevoir ça d'ailleurs. Donc il a dirigé son antenne dans l'espace. Alors c'était dans la constellation du Sagittaire. Il a reçu un signal dans l'espace. Et les chiffres qui sont indiqués là sur ce papier, ce sont les chiffres qui sont sortis de l'imprimante, du réseau d'antennes, des antennes géantes dirigées dans l'espace, et il a détecté un signal venant d'ailleurs, un signal
qui a été émis. Alors, il a tout de suite pensé que c'était d'origine extraterrestre. Je pense qu'il a eu une bonne raison de penser ça, car les chiffres qui apparaissent sur ce document sont des signes qui ne sont pas normaux. Ce sont des recherches qui sont faites par des scientifiques pour voir s'il y a une intelligence d'ailleurs, une intelligence qui vivrait sur un autre monde. Donc, pour lui, c'est d'origine extraterrestre. Donc, d'autres scientifiques ont dit que c'était humain. Alors, on sait très bien que il y a eu pas mal de sondes qui ont été envoyées avant cette date, avant la date de 1977. Il y a eu des sondes envoyées par les Russes. Je crois que la première sonde a été envoyée en 1960. Ensuite, il y a eu la Chine qui a continué à envoyer des sondes, et l'Inde aussi a participé, ensuite les États-Unis, et après l'Europe, et après c'est devenu mondial. Donc maintenant les pays s'associent pour envoyer des sondes dans l'espace. Il y en a qui sont encore actives, mais alors il n'y avait pas à cette époque de sondes qui se baladaient dans cette constellation. Et il est là le problème. Il n'y avait pas d'objets qui circulaient dans cette constellation. Les sondes qu'ils envoyaient, c'était surtout des sondes pour la Lune, peut-être un peu Mars, peut-être à l'époque, c'était pas aussi élaboré que maintenant. Alors, est-ce que c'est un signal venu d'ailleurs? On ne sait pas. Donc, il faut prendre en compte que il y a une barrière quand même sur les mondes qui pourraient exister dans l'univers. La barrière, c'est le temps et la distance. Imaginons que des gens cherchent à capter une autre origine que la leur. Ils auraient le même problème que nous. Donc nous aussi, on pourrait être des extraterrestres par rapport à eux, car il faudrait des milliers d'années pour arriver sur un autre monde qui présenterait des capacités à vivre comme système solaire. Donc il faut tenir compte de tout ça. Il y a la distance qui ferait justement peut-être la connexion entre les mondes dans l'univers. Alors, moi je fais quelques vidéos d'humour sur les ovnis, mais moi personnellement je pense qu'il y a d'autres êtres qui vivent dans d'autres systèmes, peut-être pas solaires, peut-être il y a autre chose, on sait pas. Et peut-être qu'ils ont envoyé déjà peut-être des engins dans notre espace, des engins qui ont même circulé autour de la Terre. D'après les témoignages, beaucoup de gens ont vu des choses étranges dans le ciel, un peu partout d'ailleurs. Alors, il faut vraiment le voir pour y croire d'ailleurs. C'est quand on raconte ça à d'autres, on vous prend pour un fou en général. Mais il y a des choses quand même qui sont étranges. Donc, ce signal, il est quand même assez étonnant. C'est pour ça qu'il a fait wow. Wow, c'est l'émotion peut-être. Recevoir un truc comme ça, en dirigeant une antenne dans l'espace, dans le fin fond de l'espace, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, c'est le seul signal sérieux, je pense, sérieux, qu'on a capté dans l'univers, avec un cryptage mathématique. Je pense que c'est comme ça qu'il marche, scientifique, quand ils dirigent leurs antennes, toutes des bases informatiques qui permettent de capter des ondes. Alors, il y en a qui ont pensé que c'était une sonde, et une sonde qui serait peut-être perdue dans l'espace, qui dériverait, mais cette sonde, il faudrait encore qu'elle ait encore de l'énergie pour émettre, donc, car les piles qui sont à l'intérieur des sondes ne sont pas à vie, elles ont une durée de vie, peut-être 10, 20, 30, 40 ans. Il y en a encore une qui est en fonction d'ailleurs, qui marche encore, qui a été lancée il y a très très longtemps, je crois, par les États-Unis, et qui fonctionne encore. Elle a plus de 30 années. Elle émet encore. Je crois que les caméras sont tombées en panne dessus, mais elle émet encore des signaux que la Terre reçoit 30 ou 40 jours après, parce que c'est tellement loin que même à la vitesse de la lumière, la réception elle est très longue. Donc voilà ce message. Il existe vraiment. C'est véridique. C'est un message reçu du fin fond de l'espace dans la constellation du Sagittaire. Vous pouvez vérifier tout ça sur internet. C'est pas, ce n'est pas des bobards. Ce sont des révélations scientifiques. Ça a été détecté le 15 août 1977 par l'Ohio State University de Big
radiotélescope aux États-Unis, puis utilisé pour soutenir la recherche d'intelligence extraterrestre. Vous voyez, il y a des programmes de recherche d'intelligence extraterrestre, donc c'est sérieux quand même. Alors, le signal semblait provenir de la direction de la constellation du Sagittaire et porterait des marques attendues d'origine extraterrestre. L'astronome Jerry R. Eman a découvert l'anomalie quelques jours plus tard en examinant les données enregistrées. Il a été tellement impressionné par le résultat qu'il a encerclé la lecture sur l'imprimé de l'ordinateur et a écrit le commentaire « Wow », c'est ce que je vous disais tout à l'heure, « Wow », l'étonnement de son côté, menant au nom largement utilisé de l'événement. Toute la séquence du signal a duré toute la fenêtre de 72 secondes, plus d'une minute. Hein. Donc ce signal a été mis pendant 72 secondes, c'est énorme, énorme. Big R a eu Big R, je sais pas très bien parler l'anglais, hein, je suis désolé, a pu l'observer mais n'a pas été détecté depuis, malgré plusieurs tentatives subséquentes d'Eman et d'autres. Donc ils ont réessayé de capter ce signal mais ils ne sont pas arrivés. Alors peut-être que c'est un engin extraterrestre qui s'est déplacé, hein, qui est parti très très loin, hein, et qui cherche justement d'autres mondes, hein, comme nous, hein, et qui n'est pas arrivé à détecter notre système solaire. Ça se pourrait très bien, hein. Peut-être qu'ils ont une technologie aussi qui est pas suffisante pour dépasser la vitesse de la lumière, parce que c'est immense, hein, les distances. Alors de nombreuses hypothèses ont été avancées sur l'origine, l'émission, y compris des sources naturelles et d'origine humaine. Donc ils pensent que c'est d'origine humaine, mais dans la constellation du Sagittaire, il y a pas d'humain, hein, ce que je cherche. Hein. Mais aucune d'elles n'explique adéquatement le signal. Donc ils savent pas quel est ce signal, d'où ça provient, et comment ça se fait qu'ils ont reçu ces données. Hein. Bien que le WOW, signal non modulé, est dépourvu d'informations codées, il reste le candidat le plus puissant pour une transmission. C'est incroyable. Hein. Je voudrais m'arrêter 5 minutes sur ce sujet. Imaginez-vous qu'une info nous dise que des êtres venant d'un autre monde sont là, et nous en avons la preuve matérielle et physique. Toutes les télés du monde seraient dessus 24 heures sur 24. Notre mode serait bouleversé. Nos philosophies, nos religions, notre mode de pensée. Peut-être faut-il que cela reste caché. Peut-être que les grands de ce monde qui nous gouvernent le savent et nous le cachent pour nous protéger simplement. Peut-être qu'ils sont eux-mêmes des êtres venus d'un autre univers et qu'ils s'efforcent d'harmoniser notre monde car il est compliqué. Donc la question de la vie extraterrestre prend plus d'ampleur dans ces conditions-là. Réfléchissez. Un choc des civilisations. Est-ce que vous êtes prêts pour ce choc? Alors, ces signaux, ces témoignages d'OVNI dans le monde entier sont à prendre au sérieux. Êtes-vous prêt à ce que votre fille ou votre fils se marie avec un alien? Ou avoir des grands-parents aliens? Ou alors que vos petits-enfants dessinent des petits aliens à l'école, car c'est dans la culture de l'éducation? Là, c'est une grande question. Donc voilà mon petit sentiment sur l'existence peut-être d'être venu d'un autre monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, une excellente journée. À bientôt sur ma chaîne. Au revoir.